Hello and welcome to another episode of India and Bonjour et Global bienvenue Left. dans un nouvel épisode de l'Inde et la gauche mondiale. Si vous découvrez l'émission, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Pensez aussi à devenir membre YouTube, à soutenir sur Patreon ou à faire un petit don via le lien dans la description. Permettez-moi de vous présenter notre invité de ce soir, l'ambassadeur Chas Freeman. L'ambassadeur Freeman est un diplomate américain à la retraite, auteur et critique de la politique étrangère des États-Unis. Ambassadeur Freeman, bienvenue à nouveau dans l'Inde et la gauche mondiale. Ambassador Freeman, welcome back to India and Global Left. Merci Moudiar Jyotishman. Heureux d'être avec vous. I wanted to discuss Je voulais parler de l'enlèvement du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. Quelle a été ta première impression quand tu as entendu la nouvelle? When you heard the news? Well, of course, it was a kidnapping, I gather. Eh bien, bien sûr, c'était un enlèvement. J'ai compris que la BBC avait demandé à son personnel de parler d'une capture comme si M. Maduro était un criminel. J'ai beaucoup de réflexions à ce sujet. C'est une violation absolument grotesque des principes établis du droit international. C'est tout aussi illégal au regard de la Constitution américaine et du droit des États-Unis. Et je pense que ça marque en réalité la fin de 3 siècles d'efforts occidentaux pour instaurer un ordre international fondé sur des règles. Nous revenons à la force prime le droit, où les forts font ce qu'ils peuvent et les faibles subissent ce qu'ils doivent. Et si l'on y réfléchit, on voit qu'il y a eu un long processus d'évitement de la responsabilité ou de tolérance de l'impunité pour les violations du droit international qui a précédé cela, avec Israël comme principal acteur soutenu par les États-Unis. Et il y a bien sûr 2 ironies là-dedans. La première est que les lois mêmes qu'Israël a violées ont été adoptées ou Désolé, sir. Ceci est un avis de sécurité de la responsable des espaces verts, Patty Davidson. Bien sûr, oui, nous allons couper cette partie. Ne vous inquiétez pas. Don't worry. That's an automatic message. We're having a... c'est un message automatique. Let me go back. No. Nous avons beaucoup de grésil. Laisse-moi revenir en arrière et reprendre là où je m'étais arrêté. Il y a ici 2 ironies. La première, c'est que les lois, même qui ont été adoptées ou transformées en conventions internationales, l'ont été en réaction à l'Holocauste en Europe. Elles visaient à empêcher que ce qui était arrivé aux Juifs européens ne se reproduise pour quiconque. Et bien sûr, ironiquement, Israël a ensuite entrepris de rejouer son propre Holocauste sur les Palestiniens. La seconde ironie, c'est que ce sont les États-Unis, plus que tout autre pays, qui ont insisté sur un ordre fondé sur des règles établies par un consensus international. C'était l'essence même de la Charte des Nations Unies, qui était en grande partie un projet américain, ainsi que des conventions de Genève, et ainsi de suite. Ainsi, le principal bénéficiaire supposé de ces lois et leurs principal promoteurs sont responsables de leur démantèlement. Et je pense que ce que nous vivons aujourd'hui est un moment charnière dans l'histoire. À moins que des sanctions ne soient imposées aux États-Unis, à moins qu'ils ne soient d'une manière ou d'une autre tenus responsables de leur violation du droit, il n'y aura plus de droit. C'est ma première réaction. Au-delà de cela, je pense qu'on peut dire plusieurs autres choses. D'abord, en tant qu'action militaire, elle a été menée avec habileté. Elle montre la compétence et la puissance des forces armées américaines. Elle a été brutale, brève et efficace dans son objectif, bien que cet objectif ait été illégal. Ensuite, elle a été précédée d'une campagne de désinformation très habile, construisant des accusations et des motifs fictifs pour transformer en opération de maintien de l'ordre ce qui est en réalité un acte d'agression militaire à nu dans la plus pure tradition impérialiste. C'est donc cette réaction que la plupart des gens observent. Vous savez comment cela a été fait, combien de personnes ont été tuées.
Mais vous savez, n'est-ce pas merveilleux que ce soit si efficace? Maintenant, Nicolás Maduro et sa femme, Celia, sont inculpés à New York. Je pense que ce sera un procès très intéressant d'ailleurs, et qu'il aura d'importantes répercussions politiques aux États-Unis. Parce que si j'étais l'avocat de la défense, la première personne que j'appellerais serait Tulsi Gabbard, puisque la communauté du renseignement, son volet analytique, a eu l'audace de percer une grande partie de la désinformation que le volet opérationnel des agences de renseignement diffusait. Donc, beaucoup de réflexions. Je suppose que la dernière est que c'est une illustration intéressante de l'interaction entre la crise constitutionnelle interne, que nous connaissons actuellement aux États-Unis, et l'extension de cette crise par les États-Unis en tant que pays le plus puissant de la planète dans l'espace international. Ainsi, encore une fois, le défi consiste à savoir si la communauté internationale ou les différents alliés des États-Unis concernés par le Groenland, par exemple, agiront réellement au lieu de faire ce qu'ils font habituellement, c'est-à-dire se tordre les mains tout en restant assis dessus. Vous avez mentionné l'idée de sanctions imposées aux États-Unis. J'imagine que c'est quelque chose d'inimaginable pour beaucoup de gens. Quels pourraient être les mécanismes par lesquels cela pourrait se produire? Ou, pour élargir un peu la question, que peuvent faire les autres pays face à des violations flagrantes du droit international, comme nous l'avons vu dans ce cas? En abordant la question dans son ensemble, plutôt que de se concentrer spécifiquement sur l'offense faite au Venezuela et à la souveraineté vénézuélienne, cela illustre, en fin de compte, que les institutions internationales chargées d'exécuter et d'appliquer le droit international ne sont plus efficaces. Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été paralysé par l'Union soviétique au début de la guerre froide, est désormais paralysé par les États-Unis dans l'ère post-guerre froide, et il ne peut pas prendre de mesures efficaces pour faire appliquer les décisions de la Cour pénale internationale ou de la Cour internationale de justice, par exemple. Alors, quelle est la solution à cela? Si le Conseil de sécurité de l'ONU est inutile, il faut trouver un moyen de contournement. Comment pourrait-on faire? Mais permettez-moi de dire que je pense que les Nations unies dans leur ensemble, le système, demeurent une institution extrêmement utile. Pour de nombreuses raisons, les agences spécialisées sont essentielles à la santé de l'économie et de la société mondiale. Par exemple, l'Assemblée générale de l'ONU est un forum utile où des pays qui autrement éviteraient de se rencontrer ont l'occasion de le faire. Ainsi, l'ONU sert d'espace pour des discussions bilatérales, trilatérales ou multilatérales sur les questions et leurs résolutions, même lorsque le Conseil de sécurité ne fonctionne pas. Mais rien n'empêche les pays de se réunir lors de conférences ad hoc et d'adopter des règles qu'ils appliquent ensuite. Par exemple, il pourrait y avoir des sanctions diplomatiques à l'encontre des États-Unis. Disons que les relations seraient dégradées. De nombreux postes d'ambassadeurs, bien sûr, sont vacants en raison de la préférence de l'administration Trump pour les nominations politiques plutôt que pour les diplomates de carrière. Mais il pourrait y avoir des sanctions diplomatiques d'une forme ou d'une autre. Des tarifs douaniers pourraient même être imposés aux États-Unis à titre de mesures punitives. Les États-Unis pourraient être exclus de réunions où ils ont pourtant des intérêts en jeu. Je ne fais qu'esquisser quelques possibilités. Au-delà de cela, on passe à d'autres questions. Disons que la question du Groenland est d'actualité. Il n'y a, en théorie, aucune raison pour que les membres de l'OTAN ne puissent pas invoquer l'article 5 contre tout pays qui envahirait le Groenland.
Et si j'étais la première ministre danoise, Mette Frederiksen, je le ferais probablement. J'annoncerais que si le Groenland était envahi, j'exigerais que les autres membres de l'OTAN appliquent l'article 5 contre le pays ayant envahi le Groenland. Je ne fais que donner des exemples, puisque vous avez demandé des hypothèses. Je suis désolé de dire qu'il est irréaliste de s'attendre à ce que les Européens, qui sont à notre époque une forme de vie invertébrée, sans la moindre colonne vertébrale, fassent quoi que ce soit. En fait, nous avons observé un contraste marqué dans les réactions internationales à ce sujet, ce qui illustre bien sûr le principal objectif du droit international. Le droit international a deux objectifs. Le premier est bien sûr d'assurer la prévisibilité, puisque les règles servent à cela. Mais le second et le plus important est de protéger les faibles contre les forts. Et je remarque que Stephen Miller, l'odieux Stephen Miller, conseiller de Donald Trump, vient de déclarer « Eh bien sûr, les forts font toujours ce qu'ils veulent aux faibles, et c'est la loi que nous suivons, c'est-à-dire la loi de la jungle. » Et cela, bien sûr, renvoie à ma première réaction, comme je l'ai dit, une illustration de la mesure dans laquelle 3 siècles d'efforts pour construire un ordre fondé sur des règles ont désormais été mis de côté. Donc, si rien n'est fait, nous faisons face à un monde où la loi de la jungle règne. Quelque chose sera-t-il fait? Je pense que nous avons eu une très bonne illustration dans le cas du génocide à Gaza et du nettoyage ethnique concomitant en Cisjordanie palestinienne, que si l'on se contente de condamner rhétoriquement les choses sans prendre de mesures concrètes pour faire respecter les normes que l'on prétend défendre, ces normes perdent toute valeur. Ironiquement, bien sûr, il s'agit ici d'un cas où une superpuissance abuse d'un pays plus petit, de rang intermédiaire. Il est juste de dire qu'il y a là tout un passé. On peut peut-être commencer par la séparation du Kosovo de la Serbie, par l'OTAN, qui a transformé l'OTAN d'une alliance purement défensive, garante de la stabilité en Europe, en une alliance offensive qui a créé l'instabilité et l'a institutionnalisée. Parce que le Kosovo n'est aujourd'hui reconnu que par une minorité de pays et que son existence dépend d'une garnison militaire étrangère, il n'y a pas de paix entre le Kosovo et la Serbie, sinon celle imposée par la force des armes. C'est ainsi que tout a commencé. Ensuite, il y a eu l'annexion de la Crimée par la Russie, qui a essentiellement suivi le précédent serbo-kosovar. Voilà le danger des précédents. Si l'on agit de cette manière, cela en incite d'autres à faire de même. Ainsi, l'une des conséquences de ce que le président Trump vient de faire est que si le Mexique, par exemple, exaspéré par le flux constant d'armes traversant la frontière depuis les États-Unis, décidait de bombarder les usines d'armes ou les dépôts où elles sont stockées, il pourrait invoquer un précédent. Il pourrait même kidnapper Donald Trump et le traduire en justice au Mexique pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et politique jugés inacceptables par le Mexique. Encore une fois, je parle de manière hypothétique, car je ne pense pas que Claudia Sheinbaum ait la moindre intention de faire quoi que ce soit de tout cela. Mais je veux simplement souligner que cette possibilité existe. Et c'est pourquoi on observe des réactions si fortes de la part de certains pays, en particulier en Asie-Pacifique, des déclarations très fermes de la Malaisie et de l'Indonésie, et vous savez moins fermes, mais tout de même assez claires, du Vietnam. Ce sont des pays qui se trouvent dans l'ombre de la Chine. On peut imaginer que dans votre région du monde, en Asie du Sud, les Sri Lankais et d'autres réfléchissent également aux implications de ce que les États-Unis viennent de faire vis-à-vis de l'Inde. Eh bien, je pense que nous avons eu, pas un ordre fondé sur des règles parfaites, loin de là,
À aucun moment, après la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons eu un ordre parfait. Il y a toujours eu des violations de la part des grandes puissances comme des plus petites, et la plupart n'ont pas très bien tourné. Il est tout à fait possible que le Venezuela devienne pour les États-Unis l'équivalent de ce qu'a été l'Afghanistan pour l'Union soviétique, car c'est un phénomène corrosif sur le plan intérieur et destructeur pour les intérêts américains de manière plus large, d'une façon que nous pouvons examiner si vous le souhaitez. Oui, si vous pouviez nous dire un peu comment la réaction intérieure s'est manifestée aux États-Unis, en particulier au sein de la base MAGA, car apparemment, cela a été fait au nom de la lutte contre le narcoterrorisme, et ainsi de suite, ce qui recoupe bon nombre des croyances et des récits présents dans le mouvement MAGA. En même temps, il existe une frange menée par Tucker Carlson ou Steve Bannon qui s'oppose à toute intervention. Alors, comment cela s'est-il traduit dans ce camp et quelle a été la réaction plus large aux États-Unis? Eh bien, vous avez tout à fait raison. La réaction a été très divisée, même au sein du mouvement MAGA. Marjorie Taylor Greene, autrefois l'une des ferventes partisanes de ce mouvement, a été cinglante dans sa dénonciation de cette initiative. Fait intéressant, à l'inverse, oh mince, son nom m'échappe, Tulsi Gabbard, non, l'ancienne présidente du Comité national démocrate l'a approuvée. Ainsi, certains libéraux la soutiennent pour des raisons idéologiques ou autres, tandis que certaines personnes de droite s'y opposent. Vous avez mentionné Tucker Carlson et Steve Bannon, entre autres. Le groupe néoconservateur, évidemment, applaudit, Lindsey Graham, par exemple. J'ai évoqué l'odieux Stephen Miller à la Maison-Blanche. Ce groupe-là est enthousiaste. Voici ce qui est intéressant. Si l'on revient au procès de Maduro devant le tribunal fédéral du district sud de New York, l'affaire contre lui est à première vue largement absurde. Elle repose dans une large mesure sur des situations fictives, une campagne de désinformation. Je veux dire, il n'y a pas eu de fentanyl provenant du Venezuela et très peu de cocaïne. Les preuves citées dans l'acte d'accusation se réfèrent soit à des événements survenus avant l'élection de Maduro au Venezuela, ou avant qu'il n'ait eu la moindre influence, soit à des actions menées entièrement entre le Venezuela et des pays tiers, et non avec les États-Unis. Par exemple, les accusations de trafic de drogue affirment que Maduro aurait participé à l'organisation d'avions se dirigeant vers les États-Unis. Il n'est pas dit qu'il soit effectivement arrivé aux États-Unis. Le système judiciaire américain n'a aucune juridiction sur ce qui se passe au Venezuela. Et pourtant, Maduro est accusé de posséder une mitrailleuse. Eh bien, il a fait cela au Venezuela, où c'est vraisemblablement légal. Ce n'est peut-être pas légal dans le district sud de New York, je n'en suis pas certain d'ailleurs, mais en tout cas, c'est une perversion remarquable de tout raisonnement juridique normal. Je pense donc que ce procès sera très intéressant. Et, bien sûr, une grande partie du mouvement MAGA n'entendra pas les preuves présentées, car ils y sont sourds. Ce sont de véritables croyants en leur cause. Mais beaucoup d'autres trouveront très révélateur d'apprendre qu'une grande partie du dossier contre Maduro est pour ainsi dire du pur fumier, avec toutes mes excuses à l'hindouisme. Et quel est votre sentiment sur ce qui se passe actuellement au Venezuela? Nous avons assisté à l'enlèvement du président, mais nous n'avons pas encore vu un véritable changement de gouvernement, ce que l'on appelle parfois un changement de régime. Bien au contraire. Oui, donc si vous pouviez l'expliquer. Oui, je pense... Eh bien, tout d'abord, commençons par dire que le Venezuela réfute une fois de plus la fausseté selon laquelle décapiter un gouvernement détruit un régime. Ici, le président a été arraché à Caracas.
Les mécanismes constitutionnels de succession ont été respectés et sa vice-présidente, Dulce Rodríguez, est désormais présidente par intérim. Elle a également proclamé, bien sûr, que Maduro reste le président légitime, même s'il est dans l'incapacité d'exercer ses fonctions depuis sa prison à New York. Le régime reste donc entièrement intact. Les deux figures clés, le ministre de l'Intérieur et le ministre de la Défense, continuent de dominer la société. Continue to dominate the society. There are Des miliciens patrouillent dans les rues, vérifiant les téléphones portables des gens et autres appareils à la recherche de preuves de leur complicité dans l'invasion menée par les États-Unis. Le New York Times s'en montre très mécontent. Eh bien oui, bien sûr. À l'intérieur du Venezuela, le régime est toujours en place, et s'il y a un changement, c'est qu'il défend ses prérogatives avec encore plus d'énergie qu'auparavant. La démocratie, au sens américain du terme, n'est pas arrivée au Venezuela. Deuxièmement, cependant, Dulce Rodríguez aurait apparemment rencontré à plusieurs reprises au Qatar des représentants du gouvernement américain agissant par l'intermédiaire de mandataires. On peut supposer qu'on lui a proposé des incitations à coopérer dans cette affaire et qu'elle a peut-être joué un rôle en coulisses dans la destitution du président Maduro. Et elle marche actuellement sur une ligne très fine. D'un côté, elle défend la souveraineté vénézuélienne en des termes nationalistes, en déclarant « Nous ne serons plus jamais la colonie de qui que ce soit », et ainsi de suite, ce qui correspond à l'idéal bolivarien, Simón Bolívar étant le libérateur du Venezuela et d'autres régions d'Amérique du Sud. Mais d'un autre côté, elle affirme, comme l'a fait Maduro, « Je souhaite entretenir une relation de coopération avec les États-Unis. Je suis prête à travailler avec les Américains. » Et ainsi de suite. Elle joue donc sur les deux tableaux et de manière assez efficace. D'après tous les témoignages, c'est une femme redoutable, dotée d'un intellect très vif et d'une grande capacité de gestion. On lui attribue le mérite d'avoir relancé une partie de l'industrie pétrolière en déshérence au Venezuela et d'avoir augmenté la production de pétrole de manière significative. Elle a fait ses études en France. Son père aurait été torturé à mort par la CIA. Elle n'a donc aucune raison d'éprouver une affection particulière pour les personnes qui l'ont approchée au Qatar. Pendant ce temps, pour compliquer encore les choses, Madame Machado, qui a d'une manière ou d'une autre été manœuvrée pour recevoir le prix Nobel de la paix, eh bien, l'un des aspects les plus remarquables de toute cette affaire a été l'énorme somme d'argent dépensée pour soudoyer tout le monde. Soudoyer les forces de défense aérienne au Venezuela, soudoyer l'entourage de Maduro, pas les Cubains apparemment, mais les autres, et semble-t-il, soudoyer le comité norvégien du prix Nobel. Il n'y a tout simplement pas d'autre explication au fait que Madame Machado ait reçu le prix Nobel de la paix. Et il y a une complication supplémentaire, car apparemment Donald Trump a mal pris le fait que ce soit elle, et non lui, qui ait obtenu le prix Nobel de la paix. Et elle a essayé d'arranger les choses en dédiant le prix à Donald Trump. Elle a applaudi l'invasion, mais elle n'est pas au Venezuela. Elle affirme qu'elle va y retourner. On ne sait pas très bien comment. Permettez-moi de conclure en disant que les États-Unis, ou M. Trump, affirment que nous allons diriger le Venezuela. Mais personne ne peut expliquer comment cela se produira, ni comment cela fonctionnera. Personne ne peut vraiment l'expliquer, car, d'une certaine manière, c'est comme un braquage dans une station-service. Une tentative assez flagrante de voler ce qu'il y a dans la caisse et le carburant dans la pompe pour s'en emparer. Personne ne peut vraiment expliquer pourquoi les grandes compagnies pétrolières seraient intéressées à retourner au Venezuela. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, PDVSA, la compagnie pétrolière d'État vénézuélienne, est en réalité en déshérence.
Une grande partie de la main-d'œuvre qualifiée nécessaire pour maintenir la production au niveau de 3,5 millions de barils par jour, aujourd'hui réduite à un peu plus d'1 million, en hausse par rapport aux 700 000 grâce à Delcy Rodriguez et Parsi. Une grande partie de cette main-d'œuvre a fui le Venezuela pour des horizons plus prometteurs ailleurs. Qu'ils soient partis par crainte du régime autoritaire ou parce qu'ils n'aimaient pas ce qu'ils voyaient en matière de gestion corrompue de PDVSA, je l'ignore. Mais de toute façon, ils ne sont pas là. Il faudra des années pour reconstituer la production. Ce sera incroyablement coûteux. Et nous en arrivons donc au point suivant. Les prix du pétrole sont actuellement assez bas et il y a un excédent de pétrole sur le marché, pas une pénurie. Le Venezuela, qui fut autrefois un producteur important à l'échelle mondiale, n'est aujourd'hui plus très significatif comme producteur. Et d'ailleurs, j'aborderai dans un instant l'argument stratégique. Pourquoi cela devait être fait avant qu'Israël n'attaque l'Iran, ce qu'il va faire? Cela n'a aucun sens, car le pétrole vénézuélien ne sera pas disponible avant des années pour remplacer le pétrole que la fermeture du détroit d'Ormuz retirerait du marché. Alors, Donald Trump parle de subventionner ExxonMobil et d'autres grandes compagnies pétrolières pour les inciter à aller au Venezuela. Eh bien, cela montre à quel point toute cette affaire est insensée. Et je terminerai simplement en disant que, vous savez, je pense que la question à propos de Donald Trump n'est plus de savoir à quel point il est imprévisible, mais quel est le degré de sa folie, puisque ce qu'il fait n'a absolument aucun sens, ni du point de vue du système juridique américain, ni du droit et de l'ordre international, ni sur le plan économique, ni d'ailleurs sous aucun autre aspect. Et je soupçonne que ce procès à New York va s'avérer assez embarrassant pour l'administration Trump si le juge juif orthodoxe de 92 ans qui en a la charge agit effectivement comme il le fait parfois, c'est-à-dire de manière très principielle. Nous verrons bien. Certains experts affirment que si le pétrole doit passer uniquement par Chevron, étant donné le silence et le manque d'intérêt actuel d'autres entreprises, des entreprises américaines, mais aussi des sociétés norvégiennes comme Equinor, cela prendrait environ 2000 jours. Cela représente à peu près 6 à 7 ans. Ainsi, les compagnies pétrolières ne manifestent pas d'intérêt pour investir, ce qui signifierait que l'administration Trump doit espérer une sorte de... Bien sûr, elle exerce une pression énorme sur Delcy Rodriguez et son gouvernement. Il vient d'annoncer qu'il allait retirer environ 30 à 50 millions de barils de pétrole. Pourquoi faire? On ne le sait pas, ni en échange de quoi. Mais il affirme que tout cela est entièrement sous son contrôle. Cela représente une valeur de 1,8 à 3 milliards de dollars américains. Cela soulève donc la question, quelle est la stratégie à venir pour l'administration américaine? Quelles sont, selon vous, les prochaines étapes? Eh bien, je ne suis pas sûr de savoir à qui vous vouliez que je pose la question. Je ne sais pas vraiment à qui je devrais m'adresser, puisqu'il ne semble pas y avoir de plan. En gros, le chien a attrapé la voiture. Et maintenant, que va faire le chien de la voiture? Je crois que quelqu'un a fait remarquer sur le ton de la plaisanterie qu'il était très irresponsable de la part des Vénézuéliens d'avoir placé leur pays au-dessus du pétrole américain. Donc, nous volons maintenant le pétrole. Qu'offrons-nous en échange? Aucune idée. Quoi qu'il en soit, permettez-moi de conclure sur un dernier point concernant les raisons pour lesquelles les compagnies pétrolières pourraient ne pas être très intéressées par cette affaire. Chevron a réussi à entretenir une relation avec les autorités vénézuéliennes et constitue un fournisseur important de pétrole vénézuélien pour le monde. Mais cela a ses limites. Comme vous l'avez indiqué, elle ne peut pas augmenter immédiatement sa production. Elle l'aurait fait si elle en avait eu la possibilité.
Here's the other issue. Anybody who goes in there is probably Voici l'autre problème. Quiconque y entre sera probablement exposé au sabotage, aux tirs de sniper, à des assassinats, à la violence des nationalistes vénézuéliens, qui sont nombreux. Et vous savez, quand on considère la sagesse conventionnelle, le récit dominant dit que Nicolás Maduro était entièrement illégitime. Eh bien, s'il était si illégitime, pourquoi a-t-il distribué des fusils à 4,5 millions de membres d'une milice? De toute évidence, et Sporer, il ne craignait pas un soulèvement populaire. Donc, je ne sais pas où cela mène. Et je suis désolé de dire que c'est tout à fait typique du genre de choses auxquelles les États-Unis se sont habitués, à savoir des opérations militaires sans objectif clair, sans stratégie de fin de guerre et sans stratégie pour gérer les conséquences de l'action. No strategy for managing the consequences of the action. Vous savez, nous sommes allés en Afghanistan. Personne ne pouvait vraiment expliquer pourquoi nous y sommes restés. Il y avait plusieurs théories, mais aucun ensemble clair d'objectifs. Au final, nos efforts de pacification ont échoué. Puis nous sommes allés en Irak. Nous allions en faire une démocratie pro-israélienne. Je ne pense pas que ce soit la situation en Irak aujourd'hui. Et ainsi de suite. L'Ukraine, nous avons poussé les Ukrainiens à travers un coup d'État, les avons encouragés à entreprendre des actions qui ont provoqué une intervention russe qu'ils ont eue, et nous ne semblons toujours pas savoir comment y mettre fin. C'est particulièrement divertissant, si l'on a un sens de l'humour macabre, de regarder ce que les Britanniques et les Français ont fait en disant qu'ils engageraient des troupes en Ukraine s'il y avait un cessez-le-feu. Tu sais, c'est incroyablement cynique, parce qu'ils savent très bien qu'il n'y aura jamais de cessez-le-feu, incluant une présence militaire occidentale en Ukraine. Ils ne seront donc jamais appelés à tenir réellement cette promesse. Mais cela a pour effet de prolonger la guerre et de tuer davantage d'Ukrainiens et de Russes. J'imagine que c'est l'objectif. Ce n'est pas un objectif stratégique qui ait le moindre sens. S'engager dans une guerre d'usure pour, comme l'a dit Lloyd Austin, affaiblir et isoler la Russie. Et quand on constate que cela ne l'affaiblit pas, mais la renforce, et que cela ne l'isole pas, mais la réoriente géopolitiquement, que fait-on? On continue simplement à faire la même chose. C'est assez proche de la prétendue définition de la folie selon Einstein. Supposed definition of insanity. The New York Times has reported that, and others like Le New York Times a rapporté cela. Et d'autres médias comme Al Jazeera ont également indiqué que Marco Rubio avait donné pour instruction à Delcy Rodriguez et à son administration de rompre les relations diplomatiques avec Trump, la Chine, Cuba, l'Iran et la Russie. Nous observons également d'énormes tensions. La Russie envoie des flottes navales pour défendre le pétrolier. Je crois qu'il s'appelle Bella 1, que les États-Unis poursuivent. L'une des choses qui se disent, c'est que même si le pétrole que le Venezuela produit actuellement ne représente qu'une fraction de la production mondiale, il constitue environ 4% des importations pétrolières chinoises. It is about 4% of Chinese oil imports, so some say that has some impact on Certains disent que cela a un certain impact sur la Chine. Et enfin, concernant Cuba, nous avons constaté que les exportations vénézuéliennes vers Cuba est extrêmement importante à partir de 2009. À l'époque, il s'agissait peut-être d'environ 90 millions de barils par jour, chiffre qui a depuis considérablement diminué pour atteindre peut-être 30 millions par trimestre. Certains affirment que cela aura un impact énorme à un moment où Cuba traverse des pénuries d'électricité ainsi qu'une série de problèmes économiques. Pourriez-vous donc conclure en partageant vos réflexions sur l'impact géopolitique de ce qui se passe entre les États-Unis et le Venezuela? Well, first, with regard to China, Eh bien, tout d'abord, en ce qui concerne la Chine, 4% sont facilement remplaçables. Je veux dire, le problème fondamental, c'est que le pétrole vénézuélien est très lourd. Il est très coûteux à raffiner.
Et les raffineries qui sont conçues pour traiter le pétrole vénézuélien seront probablement assez difficiles à reprogrammer pour accepter d'autres brutes. C'est le problème immédiat. D'un autre côté, rappelons que nous vivons dans un monde où les énergies non fossiles remplacent les énergies fossiles. On s'attend à ce que le marché chinois du pétrole importé diminue considérablement. Il dispose aussi bien sûr d'un oléoduc vers la Russie et peut augmenter cet approvisionnement. En ce qui concerne Cuba, permettez-moi de commencer en disant que j'ai beaucoup de peine pour le peuple cubain. Je suis allé à Cuba à plusieurs reprises il y a des années. Ils ont un gouvernement très efficace en matière de surveillance et de contrôle, mais très inefficace pour offrir des conditions de vie décentes aux Cubains. Bien que le seul pays à maintenir réellement un embargo sur Cuba soit aujourd'hui les États-Unis, tous les autres sont tout à fait disposés à commercer, à faire du tourisme et à entretenir des relations normales avec Cuba. Je suis donc désolé de dire qu'il n'est pas surprenant que le système cubain ne garantisse pas une production électrique fiable. En effet, le système est très vétuste et nécessite une profonde révision. Cuba attend encore son Deng Xiaoping, quelqu'un capable, d'en haut, de réorganiser l'économie politique pour la rendre fonctionnelle. Cela dit, l'an dernier, la principale source de pétrole de Cuba était le Mexique et non le Venezuela. Et vous savez, j'imagine que la présidente Sheinbaum subit des pressions de Washington pour réduire cela. Mais vous savez, quand on regarde l'opinion internationale, les États-Unis sont complètement isolés sur la question de l'embargo contre Cuba. Lors des votes à l'Assemblée générale de l'ONU, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 voix en faveur de l'embargo et toutes les autres contre. Donc, je ne sais pas jusqu'à quel point Claudia Sheinbaum acceptera l'humiliation. Je pense que les Mexicains sont un peuple très fier et je doute qu'ils cèdent facilement sur cette question, malgré l'énorme influence des États-Unis. Et c'est bien sûr exactement le problème. Je ne pense pas que Delcy Rodriguez ou quiconque puisse gouverner le Venezuela avec succès si elle accepte ouvertement l'humiliation de la part des États-Unis. Et je pense que l'ironie, bien sûr, c'est que si l'Inde est une proto-superpuissance, mais pas encore une superpuissance, et que la Chine, l'Amérique et la Russie le sont, alors parmi ces trois-là, la seule qui respecte réellement les normes internationales, c'est la Chine. Vous savez, la Russie avait une justification stratégique tout à fait valable pour son intervention en Ukraine, mais cette intervention était illégale. Les États-Unis, eux, n'ont même pas de justification stratégique pour leur intervention au Venezuela. Tout cela n'est que fiction, fausses nouvelles et simulacres en tout genre. Bref, l'illégalité est une caractéristique commune du comportement russe et américain, mais pas jusqu'à présent de celui des Chinois. En tout cas, je pense que c'est là une autre ironie. Je ne crois pas que... Enfin, vous savez, il y a une raison pour laquelle les Chinois n'ont pas d'alliés. En effet, ils considèrent les alliances comme des responsabilités, ce qu'ils ont en commun avec George Washington, qui conseillait d'éviter les alliances contraignantes. Et cela a très bien fonctionné pour les États-Unis pendant plus d'un siècle, presque 2. Donc, je ne pense pas que les Chinois vont intervenir, mais je crois que leur réaction en Amérique latine est assez variée. La Colombie, qui a été un allié principal des États-Unis en Amérique du Sud, est maintenant aliénée. Le Brésil l'est complètement. L'Argentine et l'Équateur se sont rangés du côté de Trump. Le Chili et le Pérou ne l'ont pas fait. La Bolivie non plus. Le Paraguay semble ambivalent malgré son orientation de droite. Il y a aussi quelques petits pays des Caraïbes qui sont anti-vénézuéliens et se sont rangés du côté des États-Unis. Mais cela a profondément divisé l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Et je m'attends à une forte augmentation des budgets de la défense
parmi les pays qui craignent une invasion ou une ingérence américaine. Ce sera très bénéfique pour les fabricants chinois et peut-être aussi pour les fabricants russes. Donc, on gagne sur certains plans, on perd sur d'autres. Peut-être que nous allons, disons, gérer avec succès le Venezuela, quoi que ça veuille dire. Mais nous aurons la Colombie, qui est militairement assez redoutable. Les mercenaires colombiens sont redoutés dans le monde entier et la Colombie connaît une guerre civile depuis 5 décennies. C'est en quelque sorte un modèle pour le Venezuela, un pays aux frontières forestières avec des insurgés aguerris et des divisions internes qui rendent le gouvernement constamment faible et obligé de lutter pour maintenir l'ordre. Le Venezuela, c'est la même chose. Ainsi, si les États-Unis en viennent réellement à occuper le Venezuela, je pense, comme je l'ai dit plus tôt, que cela pourrait devenir notre version de l'expérience soviétique en Afghanistan. Alors, que va-t-il passer? Je pense que sur le plan géopolitique, il y a d'abord un défi lancé au monde. Allez-vous tolérer la destruction complète de l'ordre juridique international? Ou bien allez-vous faire quelque chose? Vous ne pouvez pas le faire par le Conseil de sécurité. C'est clair. Pouvez-vous trouver d'autres moyens de le faire? Et là, bien sûr, les Européens sont complètement mous. Vous savez, je veux dire, les déclarations, Keir Starmer disant « Eh bien, nous allons examiner cela et décider quoi faire ». La BBC disant à son personnel « Ne parlez pas d'enlèvement, seulement de capture ». Macron disant « Eh bien, espérons que la démocratie sera rétablie ». Kaja Kallas disant « Eh bien, vous savez, nous devons avoir des règles ». Merz disant « Eh bien, je ne suis pas sûr de ce qu'il dit ». Et donc, il n'y aura aucune initiative venant de l'Europe. Cela signifie que l'initiative doit venir de la majorité mondiale en dehors de l'Occident. Dire à l'Occident, regardez, vous avez créé ce système, ces idéaux, ces normes, et nous n'allons pas vous laisser les abandonner impunément. Vous allez en payer le prix, car le monde dans son ensemble estime qu'il est essentiel de préserver un ordre fondé sur des règles, et non sur des proclamations unilatérales, mais sur un consensus international. Et vous ignorez ce consensus. C'est donc un défi lancé au monde. C'est un défi pour les alliés des États-Unis, car Trump semble sérieux à propos du Groenland. Je ne parle pas du Canada ni du Panama, mais le seul Groenland suffit à briser l'OTAN en morceaux, comme l'a dit la première ministre Frederiksen du Danemark. Et d'ailleurs, ironiquement, je viens de le mentionner, vous savez, j'ai parlé de l'OTAN, qui pourrait peut-être invoquer l'article 5 contre un violateur de la souveraineté du Danemark. Il existe aussi quelque chose appelé le traité de Rio, qui contient des dispositions similaires. Les États-Unis en sont signataires, tout comme tous les pays d'Amérique latine. Ce traité, lui aussi, pourrait être invoqué, en théorie. Vous voyez, c'est simplement une illustration de la folie du monde sous la tyrannie de Donald Trump. Et soyons clairs, ce qu'il propose pour l'hémisphère occidental, c'est une tyrannie, sans aucune considération pour les droits, les opinions ou les intérêts des autres, juste un seul dirigeant à la Maison-Blanche. Et cela, je dirais, est quelque chose que le monde devrait chercher à empêcher. Nous allons nous arrêter là, ambassadeur Freeman. Merci beaucoup pour votre temps. Eh bien, merci pour ce que vous faites. Bonjour, je m'appelle Ayushman. Jyotishman et moi avons lancé cette plateforme. Au cours des 2 dernières années, nous avons essayé de créer du contenu pour les forces de gauche et progressistes. Jusqu'à présent, nous avons interviewé des économistes, des historiens, des commentateurs politiques et des militants. Si vous avez apprécié notre contenu et souhaitez que nous construisions une archive pour la gauche, j'ai 2 demandes à vous faire. Veuillez envisager de faire un don à cette cause. Le lien se trouve dans la description ci-dessous.
Et si vous ne le pouvez pas, ne vous sentez pas mal. Vous pouvez toujours aimer et partager nos vidéos avec vos camarades. Enfin, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Finally, don't forget to hit the subscribe button.